Alors, on a entendu la construction, le logement, c'est une chaîne de valeur qui a des incidences sur toute cette chaîne-là. Peut-être Bertrand Converso, pour commencer, est-ce que vous avez entendu les mots d'espoir et les mots positifs qui ont conclu cette première table ronde, et est-ce que vous les partagez pour la conjoncture de 2024? Bonjour à toutes et tous. Pour commencer, je suis content d'avoir des mots d'espoir de la part des banquiers. Ça change un peu, c'est bien. On n'avait pas un discours de banquier, de tel discours depuis très longtemps, donc on les remercie. Parce que juste avant, par contre, c'était pas très gai quand même, hein. J'ai failli partir, moi je vais vous lire ça comme ça, mais j'ai failli partir parce qu'ils on dit on va finir, on va tous se suicider à la sortie de cette réunion. Donc on va être optimiste. Non, sur la construction et sur le volume, alors moi j'ai parlé plutôt du neuf tout d'abord. Les chiffres, je les confirme, les chiffres nationaux sont à moins 25 sur le neuf. En Isère, on ne déroge pas. En général, on réagit toujours un peu moins bien en Isère, c'est-à-dire qu'on réagit mieux plutôt. C'est-à-dire qu'on baisse, quand le national baisse de 25, on baisse plutôt de 20. Là, pour une fois, c'est la première fois que le bâtiment, le logement neuf réagit autant que le national. Donc on est à peu près à moins 25, ce qui est un nombre de logements, qui aboutit à un nombre de logements qui est historiquement bas pour le territoire. Dans un territoire dynamique qui a besoin de logements, donc c'est une réelle contrainte pour nos entreprises, parce qu'en fait, 45% de l'activité d'entreprise de construction, c'est le logement neuf. On nous parle beaucoup de rénovation, on y reviendra, ça ne suffira pas pour occuper toutes nos entreprises. Après, sur les coûts de construction, là aussi, je suis d'accord qu'il faut que tous les acteurs soient solidaires. Pour cette reprise qui pointe actuellement, qu'on commence à voir arriver, j'entends aussi le bout du tunnel qui arrive. Donc c'est très bien, c'est vrai, on le voit un petit peu, le bout du tunnel arrive. Par contre, il faut être très vigilant parce que du côté construction, du côté des constructeurs, on n'a plus de marge de manœuvre pour baisser nos prix. Nos coûts de revient ont explosé. Bon, je ne vais pas refaire l'historique de l'inflation, du coût de la main-d'œuvre et autres. Donc, on ne peut plus baisser nos prix. On arrive à un seuil de rentabilité qui est en négatif dans les entreprises. Et je ne voudrais pas avoir à prendre rendez-vous avec Valérie très rapidement. Donc, il faut qu'on maintienne nos prix à ce niveau-là et qu'on ne les baisse pas. Par contre, ce qu'on pourrait demander aussi, c'est une pause réglementaire qui pourrait nous aider à maintenir nos prix de construction et nos coûts de construction actuellement. Parce qu'on subit plein de faits. J'annonçais l'année dernière une RE 2020 qui allait coûter 15% de plus sur le coût de construction. On a fait des efforts, le BTP, les acteurs. On n'est qu'à plus 10. Parce qu'on voyait, on essaie d'adapter nos modes constructifs et autres pour arriver à maîtriser tout cela. Mais on a quand même 10% de coût de construction qui a augmenté uniquement sur la RE 2020. Je vous rappelle que le prochain step de la RE 2020, c'est 2025. Donc il ne faudrait pas qu'on renchérisse une nouvelle fois de plus encore le coût de construction et qui aboutit in fine à faire moins de construction. Qu'à vouloir toujours laver plus blanc que blanc, moi aussi, vous voyez, j'ai mes références, on en fait de moins en moins en fait. Donc à quelque part, il faut un peu nous détendre, c'est un peu le souhait, c'est qu'on détende un peu ce contexte réglementaire autour de la construction, qu'on puisse adapter nos organisations et qu'on puisse relever les défis de l'avenir. Justement, Vincent Davy, peut-être ce contexte réglementaire pour les constructeurs, pour les promoteurs, arrive peut-être au pire moment, au moment où il faudrait justement de la relance pour relancer l'offre disponible sur le marché. Comment vous pouvez répondre à cette situation, vous? Alors, tout à fait. Pardon, vous m'entendez? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit sur 2023. Les chiffres qui ont été annoncés sont en effet tout à fait exacts. On a traversé une grave crise qui n'est pas la crise des promoteurs immobiliers, c'est vraiment la crise du logement en France, c'est la crise du logement partout, ici particulièrement en Isère également. Nos clients n'arrivent plus à acheter. Ils n'arrivent plus à acheter pourquoi? Parce qu'on vend des logements trop chers. Donc il faut baisser ses prix de vente. Et en effet, avec des coûts de construction qui ont augmenté. Et ils ont augmenté non pas parce que les entreprises décuplent leur marge, évidemment que ce n'est pas le cas, c'est parce qu'il y a en effet un nombre de normes dont vous venez de faire mention, qui n'arrêtent pas de s'empiler. Alors on parle de la RE20 qui est récente, mais en fait tout notre métier, c'est un pulse, et c'est une succession de normes qui s'empilent les unes suite aux autres. Donc ça, c'est un vrai sujet. Je pense qu'il faut en effet une pause réglementaire complètement là-dessus. Sur le sujet normatif, sur comment construire en France, il faut simplifier la construction. Nos clients, je suis désolé de le dire auprès des élus, ils n'ont pas besoin d'un immeuble encore plus performant énergétiquement, plus construction en bois, etc. Ils ont besoin avant tout de se loger, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut un petit peu redescendre. En fait. Le message, c'est à mon sens, il faut apprendre à construire simplement. On faisait déjà des belles choses il y a 10 ans, on continue à en faire actuellement. Et je pense qu'il faut arrêter l'empilement réglementaire.
C'est la première chose. Et puis ensuite, sur la partie normative, sur la partie instruction des permis de construire, là aussi, je pense qu'il y a un vrai travail à faire avec les collectivités. Peut-être sur la partie normative, justement, Didier Rambaud, sénateur de l'Isère, est-ce que vous entendez cet appel au moratoire presque, alors qu'il arrive aussi, là aussi, au pire moment, où il y a des engagements sur les consommations énergétiques, des besoins de diminuer la consommation et les émissions de gaz à effet de serre? J'ai envie de dire beaucoup de choses ce matin. D'abord, voilà, j'ai accepté ce défi de venir parmi vous. Bien sûr, et on vous remercie. Ce n'est pas évident ce matin. Je dis que c'est un défi parce que je suis bien conscient que parmi toutes les politiques publiques du gouvernement, celle du logement fait partie de ces angles morts. Et quand on est un parlementaire qui appartient à la majorité présidentielle, écoute, il faut effectivement assumer, expliquer, vous écouter sur ce qui se passe. J'ai envie de dire, faire passer deux messages. D'abord, le premier, c'est à quand dans notre pays, finalement, une mobilisation pour le logement? Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Non, mais auprès de nos populations, faire du logement dans notre pays, ça devient très difficile. Je pense que l'ère des maires bâtisseurs est en train de se tarir, parce qu'un maire qui se lance dans la construction de logements, il se fait, permettez-moi l'expression, dézinguer aux élections municipales d'après. J'ai été, avant d'être parlementaire, j'ai fait 3 mandats de maire. Je dirais ces 15-20 dernières années, le nombre de programmes immobiliers qui ont été arrêtés ou réduits à la baisse, non pas pour des raisons financières, mais pour des raisons d'acceptabilité. Voilà. Parce que pour beaucoup de Français, construction rime avec bétonisation. Voilà. Et il faut faire comprendre aux Français qu'on a besoin effectivement de davantage de logements. Premier point. Deuxième point, parmi tout ce que j'ai entendu, tous les problèmes que vous soulevez et que j'entends, est-ce que la solution passe par des moyens budgétaires? C'est ce qu'on a fait depuis toujours dans ce pays. Hein. Chaque fois qu'il y a un nouveau ministre de logement, il y a un dispositif qui est accolé à son nom. On est le pays européen qui a dépensé le plus pour le logement. Et est-ce que ça marche mieux en France qu'ailleurs? Bon, vous connaissez aujourd'hui la situation financière de notre pays, pour en dire un mot, hein, quand même. Voilà, on a une dette 5,5, ça a été annoncé par le président de la République, plus de 3 100 milliards d'euros. On a un déficit qui est structurel, ça ne peut pas durer. Donc il va falloir... voilà, on ne peut pas augmenter non plus les impôts, les taxes, parce qu'on est aussi le pays qui a un montant de prélèvement obligatoire le plus élevé d'Europe. Donc il va bien falloir s'attaquer aux dépenses. Et je dis, voilà, tout à l'heure j'ai entendu la résolution de l'Observatoire du logement demandant un taux réduit de TVA. Ben, je rappelle que la TVA, c'est une défense fiscale et que la TVA, c'est la première recette du budget d'État. C'est la première recette devant l'impôt sur le revenu. Il y a pas une incompréhension, mais on ne parle pas des mêmes chiffres en fait. Je suis d'accord avec vous que pour le gouvernement, pour Bruno Le Maire en l'occurrence, l'aide au logement, ça correspond à une baisse de recettes fiscales. C'est pas un don, c'est pas l'État qui donne de l'argent pour subventionner le logement, c'est une absence de recettes fiscales sur des prélèvements d'impôts qui pourraient être. Ça, c'est une première chose, mais il faut prendre en compte tout ce qui arrive derrière, toute cette production de logements qui ne se fait pas, la TVA qui est fortement collectée à ce niveau-là, et puis toutes les taxes du département, les taxes pour les collectivités qui ne se font pas, et beaucoup de projets qui n'existent plus à cause de ça. Il n'y aura qu'une seule réponse si le micro marche. En fait, j'ai les chiffres. 42 milliards d'aides au logement, toutes confondues en France. Le ruissellement de cette aide, 96 milliards. L'État dépense 1 euro, il en récupère 2,3. J'aimerais parfois être à la place de l'État en tant qu'entrepreneur. Je n'y arrive pas comme entreprise. Vous voyez, c'est toute cette aide, en fait, tout ce ruissellement de taxes et autres sur l'activité. Et puis, pour sortir de cette dette, il faut créer de la valeur. Ah oui. L'immobilier, le monde du bâtiment crée de la valeur. Le bâtiment, quand on va, tout va. Donc, il faut créer du logement pour reprendre un peu l'ascendant sur cette dette. Il faut arrêter de faire passer cette musique que quoi, le logement coûte. Non, il ne coûte pas, il rapporte à l'État. Rassurez-vous, je suis convaincu, parce qu'on a besoin, qu'il faut davantage de logements. Et pour répondre à votre question, effectivement, on a ce mal français de ces normes, de ces réglementations.
il me semble qu'il y a des pistes qui sont avancées, qui ont été annoncées par le Premier ministre, hein, de faire ce qu'il appelle une densification douce, essayer tout simplement de permettre de rajouter un étage à tous les bâtiments existants. Il y a l'exemple, j'ai entendu l'exemple de la commune de Nice. Ils ont répertorié 5000 bâtiments. Si on rajoute sur ces 5000 bâtiments un étage supplémentaire, ça permet de construire 7550 logements supplémentaires et de rattraper 3 à 6 ans. Il y a la question des lotissements aussi. On sait que voilà, la maison individuelle, ça fait partie du rêve français, du rêve des Français. Il y a du terrain à reprendre. Il faut réutiliser la division parcellaire, mettre beaucoup plus de souplesse. Il y a la possibilité qui est donnée, qui a été annoncée, de transformer un permis de construire qui aurait été accordé pour des bureaux en logement. Voilà. Lorsque vous avez un projet de construction de logement, un permis de construire accordé pour faire des bureaux, c'est de pouvoir le transformer en permis de construire logement sans déposer une nouvelle demande. Voilà des pistes, je dirais, réglementaires, d'assouplissement vers lequel on peut arriver effectivement pour permettre davantage de construction. On a parlé de la construction, de la promotion. Il y a un mot sur lequel je voulais revenir aussi, c'est celui de la réhabilitation. On a parlé du déficit public et une des réponses qui a été apportée, c'était la réduction de l'enveloppe consacrée à MaPrimeRénov'. C'est un manque à gagner important pour les métiers du bâtiment. C'était un relais d'activité, on l'a senti ces dernières années. Alors, 2 choses sur MaPrimeRénov'. On était très satisfait à la FFB au niveau national. On avait enfin un ministre du Logement avec qui parler. Il nous donne 1 milliard de plus pour MaPrimeRénov' le jeudi. Et on apprend au journal télévisé de 20h par la bouche de Bruno Le Maire qu'il nous enlève 1 milliard d'euros 4 jours après. Vous voyez un peu dans quel état d'esprit on est dans le bâtiment actuellement. Donc on ne lâche pas la pression. Alors oui, la rénovation, c'est une des pistes pour arriver à booster l'économie du BTP. Encore qu'il faut bien qu'on puisse arriver à monter nos fameux dossiers MaPrimeRénov', parce que la complexité de ces dossiers, mais c'est juste insoutenable. Les chiffres sont là, moins 23% de dossiers MaPrimeRénov' en Isère l'année dernière. Pourquoi ? Parce que plus ça va, plus on veut simplifier, plus on complexifie. On a ajouté des accompagnateurs MaPrimeRénov', ils sont 3 pour le département de l'Isère. On a un grand département l'Isère. C'est insuffisant. Vous voyez, ce décalage entre la volonté y est peut-être, mais dans les faits, ça ne fonctionne pas et il faut faire vite, parce que là, sinon, on va vraiment dans le mur. Et puis, moi, il y a un autre sujet que je veux aborder. En effet, la réhabilitation, le rehaussement de bâtiments, c'est une chose, c'est très bien, il faut le faire, il faut préserver le patrimoine, etc. Mais c'est pas en rehaussant les bâtiments d'un étage ou deux qu'on construira le nombre de logements dont il y a besoin. Là, on parle d'un effondrement du marché. On était à 150 000 logements du 80 ou 90 000 cette année. On ne va pas reconstruire tous les bâtiments de France en 1 ou 2 étages de plus. Déjà parce que techniquement, ce n'est pas possible. Alors, parfois, il y a les bailleurs sociaux que Madame Dieudonné représente n'a pas encore parlé, mais c'est possible. Quand on est propriétaire d'un immeuble, qu'on veut rehausser d'1 ou 2 étages, pourquoi pas. Dans le secteur privé, c'est impossible d'aller convaincre une copropriété, d'aller convaincre 20 ou 30 copropriétaires de dire qu'on va faire 2 étages de plus chez eux. C'est impossible. Enfin, je veux dire, il va y avoir 2 cas en France qui vont fonctionner, mais c'est tout. On ne peut pas, en tout cas, imaginer projeter la construction du logement neuf en disant qu'on va réhabiliter les immeubles. Didier Rambaud, justement, on sentait, et vous l'avez dit, il y a cet angle mort. Est-ce qu'il y a une feuille de route, malgré tout, du gouvernement qui se dessine sur la politique logement ? Il y a eu le CNR logement qui a réuni d'ailleurs toutes les professions du secteur. Je vais être très concret, je vais lister. Bon, il y a eu les annonces du Premier ministre Attal. Il y a un nouveau ministre de Logement, Guillaume Kasbarian, qui a annoncé 10 premières mesures qui justement sont des mesures de simplification. Écoutez, très rapidement, la première, permis d'aménager multisites. Voilà. C'est accélérer, moderniser les procédures d'aménagement pour faciliter la production de logements neufs. Donc pour cela, on va étendre les permis d'aménager multisites qui permettent à un porteur de projet de déposer un seul permis pour plusieurs sites et ainsi de simplifier l'instruction. Voilà, première mesure de simplification. Deuxième mesure, règles d'urbanisme par zone. Le texte prévoit également d'appliquer les règles d'urbanisme en zone d'aménagement concerté sur l'ensemble du périmètre et non pas lot par lot. Voilà. Le PLU, ainsi, ne pourra plus en disposer autrement. Troisième mesure, accélérer l'obtention des permis de construire dans les zones d'aménagement. Voilà. Concrètement,
le titulaire d'un permis d'aménager pourra découper sa zone d'aménagement en tranches, obtenir une garantie d'achèvement pour chaque tranche et obtenir un permis de construire dès obtention de la garantie d'achèvement. Voilà des mesures concrètes d'assouplissement. Densifier en lotissement. Voilà. Le ministre souhaite faciliter la densification en lotissement en donnant la possibilité pour les propriétaires de modifier le règlement de lotissement. Permis de construire par voie électronique, là c'est l'accélération tout simplement de numérisation des autorisations d'urbanisme. Un seul formulaire pour régulariser les autorisations d'urbanisme. Mettre en œuvre aussi ce qu'on appelle des certificats de projet. C'est un nouveau chantier qui entend sécuriser les porteurs de projets en amont des projets. Le ministre veut mettre en œuvre ce certificat pour donner justement de la visibilité aux porteurs de projets. Concrètement, le certificat liste les procédures, les régimes, les décisions applicables au projet et contient un calendrier d'instruction de ces décisions. Les délais de recours, ça c'est un vrai sujet aussi. Il faut raccourcir les délais de recours. Là aussi, il y a un engagement de raccourcir les procédures de recours pour économiser autant que faire se peut jusqu'à 10% du coût du portage foncier. Pour cela, le ministère souhaite identifier maintenant les leviers pour diminuer les délais entre l'autorisation et le dépôt du recours gracieux, ainsi que les délais de réponse de l'autorité compétente à un recours. Il faut effectivement permettre de statuer beaucoup plus rapidement sur les recours, parce que je sais que c'est un véritable frein, ça décourage les investisseurs, ça décourage les maires qui veulent faire davantage de logements. Donc il faut sécuriser le traitement des contestations des porteurs de projets. Là aussi, le ministre souhaite identifier les leviers qui permettant de statuer beaucoup plus rapidement sur la recevabilité de recours et d'agir plus rapidement en cas de refus de permis de construire en zone étendue. Je voulais juste apporter aussi un complément par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure sur la suppression du PTZ. Il n'est pas supprimé, le PTZ, dans le projet de loi de finances 2024. Il était prévu d'être supprimé jusqu'en fin 2023. Il a été prolongé. Alors certes, il a été reconfiguré. Sur les zones urbaines et pour l'habitat collectif. Voilà. Mais il y a quand même 40 000 PTZ qui sont inscrits dans la loi de finances pour 2024. Alors, sur le PTZ, juste c'est un détail, mais sur le PTZ, alors, je trouve une belle mesure gouvernementale de communication. En revanche, dans les faits, vous élargissez l'assiette des gens qui peuvent en bénéficier, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On peut gagner plus et bénéficier du prêt à taux zéro. Vous augmentez, on va dire, le montant, parce que je crois que ça prête jusqu'à 100 000 euros. Simplement, vous inversez. Et ça ne fonctionnera pas, le PTZ. Vous inversez les proportions. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui vont gagner plus d'argent, qui peuvent potentiellement franchir la porte de nos espaces de vente, ces clients-là qu'on voudrait financer à prêt à taux zéro, ceux-là, on vous leur prêter 5 000 euros. Et en revanche, vous prêtez 100 000 euros aux clients qui ne gagnent pas d'argent et qui ne viendront pas se financer pour acheter un logement, quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment un sujet sur le PTZ qui n'a pas été tout à fait... En fait, ça devrait être 100 000 euros pour tout le monde. Et ça ne devrait pas être inversement proportionnel au revenu. Ça, c'est un vrai sujet. Je reviens simplement sur les mesures que vous présentez. C'est beaucoup de mesures, alors, à mon sens, qui sont un peu des micro-mesures sur des détails de lourdeur administrative. Donc on est pleinement en France. Mais je ne pense pas que le sujet, ça soit là, en fait. Ce que j'ai expliqué à M. Kasbarian quand j'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques semaines, vous voulez agir sur l'offre, c'est bien, mais avant d'agir sur l'offre, on a un sujet d'offre, on est d'accord, mais avant tout, c'est un sujet de demande, en fait. Et la demande, elle se positionne sur deux aspects. La primo-accession, les gens qui veulent acheter un logement pour y vivre, et puis la demande d'investisseurs. La demande d'investisseurs, elle n'existe plus, puisqu'il n'y a plus aucune... Alors, j'aime pas parler de loi fiscale, mais moi je pense qu'il faut créer en France un statut de bailleur privé. On n'a pas encore abordé le sujet avec les bailleurs sociaux. Les bailleurs sociaux, on ne peut plus de demandes. Il y a de plus en plus de demandes, il y a la queue qui n'arrête pas de s'allonger. 70% des Français qui seraient éligibles. Alors 70% des Français certainement, mais en tout cas, toujours est-il qu'il y a une demande qui est enregistrée, que je n'ai pas les chiffres en tête, mais même du donner ça, qui est de plus en plus longue. Et donc ça, c'est pas normal. Ouais. Voilà. Non, merci. 16 000 sur la métropole de Grenoble. Le micro a été coupé. Voilà, toujours est-il que la demande est de plus en plus forte et je pense qu'il faut désengorger ce parc. Donc, accompagner les bailleurs sociaux, ça, Mme Dulay s'en chargera tout à l'heure d'expliquer comment. Mais en tout cas, je pense qu'il faut désengorger ce parc en créant un statut de bailleur privé. Et c'est-à-dire laisser la possibilité à n'importe quel investisseur qui, au lieu de mettre son argent sur un livret A,
va vouloir investir dans la pierre pour peut-être derrière préparer sa retraite. Et ça, il faut créer un statut. Alors, vous avez parlé des lois fiscales qu'il y avait, Pinel, etc., Sellier, etc. Je pense qu'il y a besoin d'une loi fiscale, quoi qu'il arrive. Alors, peut-être qu'il coûtera dans un premier temps un manque de recettes fiscales, qui ne coûtera pas de l'argent à l'État, ça sera juste un manque de recettes fiscales, mais qui apportera beaucoup plus derrière. Ça, un, désengagera le parc de logements sociaux, et deux, ça permet à des gens en particulier comme vous et moi d'investir dans la pierre, avec derrière des conditions de ressources et des conditions de location, de niveau de loyer également. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut très bien se faire. Donc il y a ces deux aspects-là. Ok, vous agissez sur l'offre, c'est bien. Je ne suis pas certain que ça change quoi que ce soit, mais bon, c'est très bien en tout cas de le faire. Deuxième chose, il faut vraiment agir sur la demande. Et agir sur la demande, c'est sur refavoriser l'accession à la propriété. Et ça, je maintiens sur l'histoire du prêt au zéro. Le prêt au zéro, tel qu'il est fait, il ne va pas coûter très cher à l'État, je vous assure. Parce que je pense qu'il n'y a personne qui va le demander. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, il faut vraiment agir sur la demande des investisseurs et essayer de promulguer une loi qui va dans ce sens-là. Peut-être pour terminer, juste... Oui, si je peux encore... j'en profite, j'ai un sénateur à ma droite, donc j'en profite. En fait, c'est la liste de courses. Est-ce qu'il ne faudrait pas, dans un temps où, en fait, on l'a dit, les chiffres sont là. Moi, ce qui me préoccupe grandement, c'est l'avenir, c'est les permis de construire. Les demandes d'autorisation sont en chute libre. Donc nous, c'est notre future activité et c'est les futurs logements de moins qui ne vont pas se faire. Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un dispositif? On approche aussi en 2026 d'une élection très locale où les maires vont être au devant de la scène, en première ligne. Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un dispositif national pour les protéger, ces maires? Un dispositif qui contraindrait quelque part ne serait-ce qu'une chose, c'est de respecter les PLU ou les PLUI, mais pas que ce soit le maire qui soit en première ligne tout le temps. Je le comprends, le maire, je les comprends certains. Il y a des maires constructeurs, il y en a encore. Et par contre, les maires constructeurs, même en ce moment, ils me disent tous, Bertrand, moi la grue, je la veux en 2026. Je la veux plus maintenant, parce que l'acceptabilité des logements, et ça, il faut tous qu'on lutte contre. Mais par contre, il faut trouver des dispositifs pour protéger les maires et ne pas les laisser seuls face à leurs administrés à défendre le voisin qui ne veut pas un immeuble ou une construction supplémentaire à côté de chez lui. Et là, et si ça vient de l'État, pour une fois, on serait content que l'État fasse quelque chose pour protéger les maires. Vous avez la possibilité de répondre pour terminer, peut-être sur un point, sur un dispositif incitatif pour l'investissement. Bertrand, c'est ce que j'ai dit dans et sur la protection des élus locaux. C'est un vrai sujet, hein, la question de l'acceptabilité de nos populations face au logement. Hein. Avec des discours parfois contradictoires d'ailleurs sur une volonté de logement. Tout en vous verrez les prochaines élections municipales, dans toutes les communes importantes du département, vous verrez sur quoi se joueront les élections municipales. C'est à celui qui dira stop à la construction. Stop à la bétonisation. Peut-être une bonne nouvelle alors. Voilà, donc non, mais voilà, je n'ai pas la réponse, mais il faut bien que nos citoyens prennent conscience de ça, quoi. Je veux dire que c'est important de faire du logement pour leurs enfants, petits-enfants, etc. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois pour votre participation. Merci d'être venus pour répondre à ces sollicitations énergique.